La gueule de l'emploi, présentée par Caroline Cabot. Bonjour à tous, moi c'est Caroline et je suis ravie de vous accueillir dans La gueule de l'emploi sur Radio JM, une émission hebdomadaire pour parler d'emploi et faire rayonner les entreprises et initiatives de notre magnifique territoire. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une femme au parcours aussi riche qu'inspirant, une femme de conviction, une femme d'action, une femme de lien, Marie-Laure Guidi. Alors là, je vais prendre une grande respiration pour parvenir à faire la liste de tous vos engagements existants. Marie-Laure, vous êtes présidente du Fonds de dotation de Marseille, fondatrice et dirigeante du cabinet Yoda Consulting, cofondatrice et présidente de Marseille au pluriel, cofondatrice de la French Tech ex-Marseille, cofondatrice de BPW, Business and Professional Women, Marseille Métropole, élue à la CCI, administratrice d'ex-Marseille Université, ancienne présidente du réseau Entreprendre, anciennement engagée dans la Jeune Chambre économique et au Rotary, et je dois certainement encore en oublier. Bon, soyons honnêtes, moi personnellement, je ne sais pas trop quand elle dort. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est ce que racontent finalement ces engagements de notre territoire, de notre capacité à recréer du commun, de notre besoin de lien social et du rôle fondamental que peuvent jouer les entreprises dans cette construction collective. On va parler engagement, évolution sociétale, responsabilité collective et de cette idée très forte qu'il est encore possible de faire bouger les lignes à condition de le faire ensemble. Marie-Laure Guidi, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Caroline et merci à vous surtout de m'avoir invitée. Je suis ravie. Alors c'était presque parfait, hein, il ne manque presque rien. J'ai oublié dans tout ça toute la partie culturelle qui m'intéresse aussi, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. on fera ça. Donc Marie-Laure, avant d'évoquer toutes vos casquettes, comme c'est la tradition dans la gueule de l'emploi, on aime bien savoir finalement par où tout a commencé. Marie-Laure Guidi, quel a été votre premier job et quels en sont les apprentissages qui continuent de vous servir aujourd'hui ? Alors mon premier job, c'était déjà l'expertise comptable, hein, puisque je suis tombée dedans quand j'étais petite, après une petite incursion en fac de médecine où je me suis pas retrouvée. Je crois que c'était pas fait. Ouais, incroyable. Ça, il y en a peu qui le savent effectivement, mais j'ai fait un petit passage. Papa médecin, généralement ça aide un peu à trouver sa voie quand on la cherche, mais moi je l'ai pas trouvée là. Et je l'ai trouvée dans l'expertise comptable en rencontrant, et je pense que c'est pour le coup vraiment ça, une des choses qui m'a vraiment amenée vers cet engagement, rencontrer une femme extraordinaire, une femme expert comptable depuis longtemps qui s'appelle Simone Fayette, qui était à Aix-en-Provence, et j'ai commencé à travailler chez elle. Et c'était une femme d'engagement qui m'a tout appris sur le métier. Alors là, pour le coup, je lui dois vraiment tout, parce qu'elle m'a appris à travailler, elle m'a appris à comprendre que ce métier, c'était bien autre chose que uniquement des chiffres, mais c'était surtout d'accompagner des gens. Et ça m'a ouvert les perspectives d'accompagner de l'humain, toujours, dans tout ce que je faisais, que ce soit dans le juridique, dans le droit. Et c'est vraiment elle qui m'a donné le goût. Et juste une petite anecdote, et je ne peux pas ne pas la citer quand je parle de ça, j'ai eu dans cette expérience-là, l'occasion de m'occuper, de rencontrer et de travailler avec Ren Cienzo, qui était une femme absolument extraordinaire, qui a été présidente des femmes chefs d'entreprise à Marseille, mais aussi partout dans le monde. Elle a été présidente des femmes chefs d'entreprise monde. C'était absolument exceptionnel à son âge. Une des premières femmes élues à la Chambre de commerce. Et c'est elle qui avait créé le club de Marseille et qui m'a donné vraiment cette envie et ce goût de l'engagement. Alors Marie-Laure, j'en ai fait la plaisanterie en introduction, mais je suis quand même obligée de vous poser la question, avec tous les engagements que vous portez, quand est-ce que vous dormez ? Je dors pas. Non mais c'est obligatoire. Moi je trouve ça super injuste parce que moi 108 heures de sommeil, je ne sers à rien, et il y a des gens comme vous qui ne dorment pas et du coup qui peuvent faire plein de choses. Mais plus sérieusement finalement, qu'est-ce qui vous pousse à vous engager autant et qu'est-ce qui vous anime dans ces démarches ? Alors, d'abord, je dors peu, ça c'est vrai. J'ai besoin de peu de sommeil et je crois que c'est une chance. C'est vrai, c'est injuste, mais c'est vrai. Donc merci mes parents. J'ai compris assez récemment en fait que ce qui vraiment me poussait à m'engager, c'était Marseille. Quelqu'un me l'a dit un jour en me disant, mais en fait, tout ce que tu fais, finalement, le fil rouge de tout ça, c'est Marseille. Et je crois que c'est vrai, c'est Marseille. Je pense que j'aime cette ville au-delà du raisonnable. Je suis toujours un peu dans l'excès, moi, donc vraiment au-delà du raisonnable. Et qu'il y a des choses qui me font penser qu'elle a tous les atouts pour devenir une des métropoles les plus extraordinaires, au moins en Europe, sinon dans le monde, hein, soyons modestes, évidemment. Et que, malheureusement, ça ne se fait pas pour des mauvaises raisons. Donc, je crois que j'ai mis un peu, quelque part, ma vie au service d'essayer de faire chaque fois que je le pouvais, faire avancer cette ville avec les moyens que j'ai. Et il me semble qu'il y a autre chose dans cette ville que vous aimez de façon assez déraisonnable. Je vois pas du tout. Oui, c'est l'OM, c'est ça. Oui, forcément. Mais j'affiche mes couleurs en même temps. Hein, donc, oui, j'aime. Ben voilà, ça fait partie de Marseille. C'est Marseille, l'OM, en fait. C'est vraiment la photographie de ce qu'est cette ville avec tous ses excès, mais toutes ces choses magnifiques aussi, sa cohésion et puis cette passion, voilà, qui moi m'anime pour tout ce que je fais, en fait. Et alors justement, Marie-Laure Guidi, quand on a la chance, comme vous, d'être au carrefour d'une multiplicité d'acteurs économiques, associatifs, institutionnels, on parvient à se construire une vision assez globale des dynamiques d'un territoire
territoire. Comment est-ce que vous décririez votre vision de Marseille et de ses spécificités ? Alors, j'ai l'habitude d'être cash, donc je vais continuer à l'être, comme d'habitude. Je crois que cette ville, se construit ou se déconstruit, ou un peu les deux, ou un peu à tour de rôle, par la carence de ses politiques. Je suis très 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 critique sur la politique au sens large, je ne vise personne en particulier, qui est faite sur cette ville depuis des décennies. Je trouve vraiment que on n'a pas ou alors on a les politiques qu'on mérite, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux et que pour des guerres, des querelles en fait, de partis ou de personnalités ou de tout ce qu'on veut ou d'ego, la ville n'a pas ce qu'elle mérite. Et le corollaire de ça, et donc comme je suis optimiste, c'est ça que je préfère regarder, c'est que le monde économique en fait est obligé de s'organiser et fait des choses du coup absolument incroyables pour quelque part pallier aux carences politiques. Donc le carrefour et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement le monde économique s'est emparé de ce sujet de faire grandir la ville, particulièrement sur ces dernières années, et qu'il se passe des choses extraordinaires, comme ce qui se passe avec le top 20, avec ces entreprises qui se fédèrent et qui font briller la ville avec leurs moyens qui sont ceux de pouvoir agir, puisque le gros intérêt de l'entreprise, c'est qu'on a quand même une possibilité d'action. Et alors, vous me partagez en préparation de cette émission, pour vous, il y a quand même une perte de lien qu'il faut pouvoir retravailler. Finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour recréer ce lien entre les gens ? Alors oui, la perte de lien, je suis beaucoup plus âgée que vous, Caroline, donc moi, la perte de lien, je la vis parce que j'ai vécu à Marseille, et encore avant celui de mes parents, et où vraiment, cette solidarité, elle n'était pas factice, elle existait vraiment. Elle existe encore, je pense qu'on a un terreau qui est tout à fait favorable, mais on voit quand même que les liens se distendent, que les gens ne se parlent plus, ne se disent plus bonjour, ne se saluent plus, ont peur les uns des autres, et que il faut agir vraiment pour recréer ce lien. Donc ça, c'est vraiment mon combat. C'est le combat avec la Fondation de Marseille, qui n'est pas, enfin, c'est pas moi qui ai créé la Fondation de Marseille, qui est devenue Fonds de dotation de Marseille. Mais par contre, l'idée de ce fonds de dotation, c'est vraiment de dire, il y a des fractures dans cette ville. Et les fractures, il faut réussir à les résorber. C'est difficile. Les politiques, je les ai beaucoup taclés, mais ils font aussi ce qu'ils peuvent. C'est pas toujours facile non plus. Mais si le monde économique se met à côté d'eux, on va dupliquer ça. Et ce qu'il faut, c'est faire ensemble. Et faire ensemble par plusieurs sujets. Faire ensemble, c'est évidemment commencer dès la petite enfance, donc par l'éducation, mais aussi par la formation, et puis après par l'emploi. Donc faire ensemble à chaque fois qu'on peut le faire. Et le faire, pas n'importe comment. C'est-à-dire que moi, je suis venue assez tard à cette idée de dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour recréer du lien. Et c'est en découvrant l'interculturel que je me suis dit qu'il y avait peut-être des outils qui nous permettaient de se décrypter, de se reconnaître et du coup d'avancer mieux et plus vite pour recréer un lien solide et pérenne. Et alors justement, Marie-Laure Guidi, vous qui intervenez de par votre métier et vos divers engagements dans de nombreuses entreprises différentes, autant en termes de taille que de secteur ou même de métier, quelles sont pour vous les évolutions du monde du travail qui vous semblent les plus marquantes aujourd'hui et quel est le rôle que les entreprises peuvent jouer dans la fabrique du lien social ? Je pense que déjà, le monde du travail, c'est un peu, pour beaucoup, la première fois qu'on est confronté à la vraie vie. Et en tout cas, à l'altérité. Voilà. Et donc, je pense qu'avant, il y avait, alors c'est pas un jugement de valeur dans un sens ou dans l'autre, mais je pense qu'à un moment donné, pour les garçons en tout cas, il y avait l'armée qui permettait, enfin moi je l'ai vécu avec mes cousins, qui permettait de se confronter au réel et à des gens qu'on connaissait pas, qui venaient pas du même endroit, pas de la même ville, pas de la même condition sociale. Ça n'existe plus finalement. Et chacun reste un peu campé dans ses positions. À Marseille en particulier, où la mobilité fait qu'on a on a beaucoup de mal même à sortir de son coin, faut quand même être honnête. Et donc les gens vivent un peu en vase clos. Et l'entreprise finalement, c'est le moment et l'endroit où on va se rencontrer pour la première fois. Donc oui, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer, une responsabilité à agir sur ce lien et sur cette cohésion en donnant aux salariés des outils pour se comprendre. D'où l'intérêt de l'interculturel que je porte, alors là vraiment comme un étendard parce que j'y crois énormément. Et je crois qu'il y a des choses à faire, y compris entre les générations, puisque l'interculturel, ça peut toucher évidemment les cultures différentes au sens pays ou culture profonde, mais ça peut toucher aussi les générations. C'est-à-dire que on a du mal à se comprendre parfois avec des générations plus jeunes. On a du mal à se comprendre quand on est plus jeune avec des générations plus anciennes. Mais si on fait pas l'effort de se connaître soi-même, de comprendre l'autre, en fait, on est sûr de jamais se comprendre. Alors que je crois que dans l'entreprise, ce qu'il y a, c'est qu'on peut créer un commun. Et que le chef d'entreprise a une véritable responsabilité dans la création de ce commun et dans le fait d'embarquer ses équipes. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, on arrive dans le sujet qui est le sujet problématique quand même en ce moment dans la plupart des boîtes, c'est comment j'engage mes salariés, comment je leur donne du sens, comment je fais en sorte que ils se reconnaissent dans le boulot qu'ils font et dans l'équipe qu'ils créent autour d'eux et qu'ils soient eux-mêmes acteurs de cette entreprise. C'est pas simple, hein, si c'était simple, ça se saurait. On y travaille
travaille tous beaucoup. Alors on reparlera, je pense, de Marseille au pluriel. Alors mais... justement, est-ce que c'est dans ce sens-là que vous avez décidé de créer cette association Marseille au pluriel en octobre 2023 ? Alors c'est évidemment une des raisons. En fait, le parti pris de Marseille au pluriel était de dire cette ville se délite. On a créé Marseille au pluriel avec Philippe Pujol et Alain Cabras, qui sont pour l'un un journaliste qui a une parfaite, et écrivain et beaucoup d'autres choses, mais qui a une parfaite, et marseillologue, parfaite connaissance de la ville, et pour l'autre, quelqu'un qui maîtrise parfaitement les outils de l'interculturel. Et en fait, on a créé ça, et c'est certainement pas un hasard, on s'est rencontrés tous les trois à la veille des émeutes de 2023, de juin 2023, qui nous ont profondément touchés en tant que Marseillais, parce qu'on pensait, naïvement, malgré nos grands âges, que ça pouvait pas arriver à Marseille. Et qu'en fait, la solidarité et l'esprit marseillais et cette identité marseillaise nous protégeaient de ça. Et on s'est dit, mais en fait, on n'est plus protégé de rien du tout, et il y a urgence à agir. Et donc, on a créé Marseille au pluriel avec une double ambition, qui était de recréer d'abord du lien sociétal entre les gens, mais de le faire par le monde économique, parce qu'effectivement, c'est là qu'on a un levier d'action. Et puis de façon tout à fait modeste et marseillaise, de faire de Marseille la capitale de l'interculturel en Méditerranée, parce qu'on pense qu'on a une carte à jouer, des choses à montrer, et pour une fois, des belles choses à montrer de Marseille. Et alors, Marie-Laure Guidi, Marseille, c'est quand même déjà environ 25 000 associations actives recensées, dont un certain nombre, on l'a déjà évoqué, pilotées par vous. Pas toutes, hein. Sinon, j'en dirais plus du tout. Et près de 70% des habitants sont concernés, soit en tant qu'adhérents, bénévoles ou bénéficiaires. Finalement, pourquoi en créer encore une ? Pourquoi juste pas inclure l'émission de Marseille au pluriel dans une existante ? Qu'est-ce qui la différencie des autres et qu'est-ce qui manquait du coup selon vous ? Alors, clairement, je pense qu'il manquait de choses. Alors, d'abord, j'ai pas la prétention de connaître les 25 000 associations. Simplement, moi, j'ai regardé autour de moi ce que je pouvais fédérer comme personnalité influente à Marseille pour essayer de changer Marseille, puisque je vous le disais, c'est vraiment mon fil rouge et que j'essaie de le faire de façon pragmatique. La différence de Marseille au pluriel, c'est deux choses. La volonté d'associer véritablement le monde économique au monde associatif, et ça c'est quand même pas si commun, parce que généralement c'est deux mondes qui marchent un peu en parallèle. Et deux, c'est l'interculturel. Et l'interculturel au sens où nous l'entendons, l'interculturel d'Alain Cabras, j'allais dire, mais qui est vraiment cette façon de dire, dans l'interculturel, il y a d'abord un respect total et absolu de la personne qui est en face, pas du groupe qui est en face, mais de la personne qui est en face. Il y a de la réciprocité, donc jamais rien de descendant. Et puis il y a surtout la vraie volonté de faire de la cohésion par un cadre commun. Et donc, cette conception-là, l'air de rien, je pense qu'elle n'est pas si commune que ça. Et la meilleure preuve, c'est que nous avons souvent des associations, dont certaines ont témoigné à l'Odyssée, qui était un de nos gros événements dernièrement. Certaines associations témoignent en disant, ça fait 20 ans, 18 ans, 15 ans que je suis dans le milieu associatif dans les quartiers. Et c'est la première fois qu'on me parle comme si je pouvais moi aussi participer à véritablement changer les choses. Parce que nous, quand on arrive avec les associations de quartier, puisque c'est elles qui font, nous on est des fédérateurs, on est des catalyseurs, mais c'est elles qui sont, les héros et les héroïnes, ce sont elles et eux et pas nous. Quand on arrive, on leur dit toujours, nous on n'a rien à vous offrir, on n'a pas d'argent, on a juste la volonté de changer ensemble une ville qui est notre ville, pour qu'elle grandisse harmonieusement et qu'à un moment donné, nos enfants ne se tapent pas dessus. Voilà, c'est ça notre ambition. Et ce discours-là, l'air de rien, je pense qu'en fait, ils ne l'entendent pas, voire ou peu, mais en tout cas rarement. Et dans ce cadre-là, l'entreprise, effectivement, avec ses moyens d'action, ses leviers, qui peuvent être le mécénat de compétences, et simplement le partage et l'accueil, sont une véritable source de richesse pour créer un Marseille qui nous ressemble vraiment à tous, quoi. Et alors, vous avez parlé finalement de mettre en lien les acteurs économiques, vous avez parlé de fédérer les acteurs associatifs, mais sans vous œuvrer. Comment fonctionne Marseille au pluriel et qu'est-ce qu'elle fait ? Alors en fait, ce qu'on a fait depuis 2 ans, puisqu'on existe depuis à peu près 2 ans maintenant, c'est qu'on a commencé par aller véritablement rencontrer les acteurs qui œuvrent sur le terrain. Alors dans les acteurs, il y a des associations, ça c'est vraiment les associations locales, beaucoup d'associations de femmes. Alors ça c'est pas non plus une surprise puisque la cohésion elle est dévolue aux femmes dans beaucoup de cultures. Donc les femmes œuvrent énormément, elles ont vraiment envie que leurs enfants, c'est vraiment ça le sujet en fait, puissent grandir dans un monde plus apaisé. C'est pas gagné, mais c'est vraiment ça qu'elles veulent toutes. Et donc nous on s'appuie beaucoup sur les assos, alors pas que des femmes, je caricature quand je dis ça, mais toutes les assos qui œuvrent un peu dans tous les quartiers de Marseille. Et puis de l'autre côté dans le monde de l'entreprise. Donc ce qu'on fait, c'est à chaque fois mettre en lien ces deux mondes en organisant des rencontres. Donc, une fois par mois, on est allé, par exemple, pendant toute l'année, à la rencontre d'un quartier de Marseille, en s'appuyant sur une des associations qui nous reçoit, qui est notre référent,
qui nous permet aussi, du coup, de rentrer plus facilement dans des endroits où sinon on ne rentrerait pas, et puis d'y venir avec toutes les composantes de Marseille au pluriel, c'est-à-dire des adhérents lambda, comme moi, comme Philippe, comme Alain, comme vous peut-être, et puis des entreprises partenaires qui viennent à la rencontre des habitants. Et créer du lien, sans autre ambition que de créer du lien, en simplement des petits ateliers brise-glace qui permettent de se connaître et de réfléchir ensemble à un Marseille différent. Et ensuite, travailler avec les outils de l'interculturel, je le disais encore, sur les valeurs, sur nos valeurs communes, pour montrer finalement qu'il faut arrêter de parler de ce qui nous divise, pour parler de ce qui nous rassemble, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en commun et sur lesquelles on peut capitaliser. Donc vous lisiez tout à l'heure, Marseille au pluriel, ça a 2 ans, ça a été créé en octobre 2023, mais c'est déjà quand même 200 membres, donc c'est assez énorme, bravo. Qu'est-ce qui fait que cette association résonne finalement autant, et quelles sont les réalisations qui vous ont tenu le plus à cœur ? Alors, ce qui fait qu'elle résonne, c'est vraiment, je pense, l'approche interculturelle qu'on en a. C'est-à-dire que c'est facile de faire résonner une association avec des gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire que faire résonner une asso dans les membres fondateurs de Marseille au pluriel, qui sont pour la plupart des chefs d'entreprise avec lesquels je travaille depuis très longtemps, et très impliqués sur le sujet, comme Laurent Laïc de Lavara, enfin voilà, donc eux, ils savent, donc c'est facile. La difficulté, c'était d'aller chercher les associations. Et là, on a eu une chance, c'est qu'on a rencontré à un moment Romain Larouille, qui est un homme, qui travaillait dans une association pour le groupe Tempo One, l'association connective, j'arrive jamais à dire solidarité plus connectivité, qui est quelqu'un qui connaît depuis des années le territoire et qui nous a véritablement présenté, en étant tiers de confiance, tout un tas d'associations avec lesquelles on a pu aller travailler et construire ensemble. Et c'était ça vraiment l'enjeu. Et donc, grâce à ça, on a pu réaliser 2 gros événements qui sont une biennale des femmes de la Méditerranée en 2023, où on a réuni 100 femmes de la Méditerranée pour les faire travailler ensemble sur leurs valeurs centrales de cohésion, la fameuse méthode d'Alain Cabras, pour les faire réfléchir à une éducation qui intégrerait des compétences ou des façons d'agir différentes pour grandir dans un environnement plus, confortable ou serein, peut-être apaisé en tout cas. Et c'était assez magique parce qu'on a réussi à réunir donc des femmes vraiment de tous les quartiers de Marseille, et puis des femmes entrepreneurs, des femmes de la French Tech, avec Julie Dadi-Copain qui en était la présidente. On a eu la chance incroyable d'avoir avec nous Zaya Ziwani, la chef d'orchestre, qu'ensuite on a vu tout l'été au JO, puisque c'est elle qui dirigeait l'Orchestre Divertimento. Et ces femmes, sans se demander d'où elles venaient, qui elles étaient, ont réfléchi ensemble. Donc ça, c'était notre première vraiment très très belle réalisation, on en était très fiers. Et puis, il y a quelques semaines, l'Odyssée interculturelle, où on a voulu mettre à l'honneur l'interculturel, vraiment avec notre conception de l'interculturel, ce qu'on voulait en faire et ce qu'on proposait pour Marseille, et des exemples d'interculturalité réussie, que ce soit avec des entreprises qui sont venues témoigner de ce qu'elles faisaient au quotidien pour gérer cet interculturel sereinement. On a eu la chance incroyable de rencontrer par exemple la société Parlim, avec Laïa Vidal qui en est la DRH, qui est une société qui ne se pose même pas la question, elle est interculturelle par construction en fait, avec des dirigeants qui ont un pied sur plusieurs rives de la Méditerranée, et qui ont construit la société comme ça, et qui en plus continuent à la faire grandir en faisant de la croissance externe, qui leur amène à chaque fois des filiales dans tous les pays du monde. Et ils ont réussi à construire une société incroyable, qui passe complètement sous les radars, mais qui est une des pépites de notre territoire. On a eu aussi la chance, et j'ai un petit faible pour lui, ça a été mon coup de cœur de l'année dernière, pour Samish Lagou, qui est un entrepreneur incroyable de la tech, qui a créé notamment la société Cross the Ages à partir des jeux vidéo, et qui a une façon d'appréhender la question de l'interculturalité et des jeunes qui est absolument fabuleuse, en leur réaffirmant quelque part, et je pense que c'est un peu ça qui manque aussi, on en parlait tout à l'heure dans le monde du travail, que quand même, pour s'en sortir, il faut travailler, il faut mettre les moyens, il faut de l'exigence, et qu'il faut pas hésiter à le dire, et que c'est pas un gros mot de dire qu'il faut travailler. Voilà, moi je crois beaucoup en la valeur travail, c'est elle qui m'a construite aussi, je dis pas que c'est la seule, mais en tout cas je pense que c'est une des valeurs qu'il faut un peu réaffirmer, et en n'ayant pas peur de le faire. Il y a une autre réalisation qui a été portée par Marseille au pluriel, qui moi en tout cas m'a énormément surprise, autant par la réactivité, la rapidité d'exécution. C'est un diplôme universitaire, une démarche assez extraordinaire, hein, vous l'avez créé en un temps record, donc un diplôme universitaire du management de l'interculturel. Vous avez déjà fait le plein sur plusieurs promos. Comment est-ce que ce diplôme universitaire se passe concrètement en termes de rythme et de cours? Et finalement, de façon assez naïve, quelles sont les matières que l'on traite
quand on parle de management interculturel. Alors, je suis ravie de parler de ça parce que je pense que effectivement, c'est notre plus grande réussite puisque c'est celle qui potentiellement peut avoir le plus d'impact puisque notre ambition, c'est vraiment de diffuser les outils de l'interculturel pour que le plus de monde possible se l'approprie en entreprise pour justement créer ce lien et faciliter ce lien et faire de la cohésion. Donc, je voudrais juste quand même dire un petit mot de remerciement pour Éric Berton à ce stade-là parce que je ne peux pas parler du DESU sans parler de lui parce qu'Éric Berton, qui est donc le président de l'université Aix-Marseille Université, pour repositionner quand même l'histoire, c'est la plus grosse université francophone du monde. 80 000 étudiants, 8 000 enseignants-chercheurs, 113 ou 112 laboratoires de recherche sur des sujets incroyables. Il fait l'actualité, Eric, en ce moment, avec l'accueil des... Nous avons eu la grande chance de le recevoir il y a quelques semaines. Donc vous le connaissez bien, c'est un homme extraordinaire et c'est un homme d'engagement. Et quand on a créé Marseille au pluriel, une des premières personnes véritablement que je suis allée voir dans son bureau du Pharo, qui est aussi inspirant parce que il nous ouvre sur la Méditerranée, c'est de lui dire, voilà Eric, on a cette ambition de créer ça. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est quelqu'un que je côtoie depuis longtemps, je connais sa valeur, et donc j'avais envie de voir son avis. Il m'a regardé, il m'a dit, écoute, crée une association, j'en serai membre fondateur à titre personnel, Amu sera mon fondateur, et on va créer le premier DESU de management interculturel. Je l'ai regardé, parce que moi j'avais pas ça en tête à l'époque, c'était vraiment encore juste un peu flou. Et il me dit, écoute, j'y crois énormément. À l'époque, le slogan d'AMU, c'était Université socialement engagée. Et donc, on a créé ce DESU, il a créé ce DESU, je crois que le 7 octobre, date, ou le 11 octobre, allez, je sais pas, en octobre 2023, il a été voté à l'unanimité du conseil d'administration d'Aix-Marseille Université. Et je fais la première promo du DESU, on est en train de la terminer, il y en a une autre qui est en cours dans une entreprise. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, on y fait d'abord de l'interculturel. Alors, de l'interculturel au sens large, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'interculturel comme science, donc avec Alain, qui en est le directeur de programme, Alain Cabras, et qui nous explique que à l'ère de la mondialisation, en fait, on ne peut plus ne plus être interculturel, sinon on passe à côté complètement de ce qu'est notre société aujourd'hui. Ça, c'est une vraie première partie, j'allais dire en profondeur, sur la différence entre l'appréhension, par exemple, du temps entre des salariés de cultures différentes, l'appréhension de la hiérarchie de façon différente. Donc ça, c'est vraiment poser le cadre de ce que c'est que l'interculturel. Ensuite, on a eu la chance d'avoir une formation sur la médiation, parce que qui dit interculturel dit nécessité de comprendre l'autre, de pas aller en frontal, donc de la médiation avec une avocate médiatrice extraordinaire qui s'appelle Stéphanie Brunengo, qui travaille sur la médiation depuis des années et c'est vraiment son combat et elle a raison. Moi qui suis un peu, je le disais boulégan, mais c'est exactement ça. Moi je rentre dedans tout le temps, c'est vraiment mon ADN. De temps en temps je me dis il y a peut-être autre chose à faire parfois. Donc vraiment se poser sur ces sujets-là pour améliorer le dialogue interculturel. Une autre intervention absolument incroyable sur le fait religieux, qui est un des sujets de l'interculturalité, c'est pas le seul et c'est pas celui que nous on choisit de mettre en avant sur Marseille au pluriel, parce que on respecte le choix de chacun, sauf que nous on privilégie le commun, et le commun c'est le respect pour tous et la laïcité aussi. Donc Salomé Cassuto, une avocate qui est vraiment spécialisée sur ces sujets-là, qui intervient sur ce fait religieux, avec Alain Cabras qui apporte sa touche absolument incroyable et le légitime dans tout ça. Ok, le légal c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait du légitime? Et ensuite des témoignages d'entrepreneurs qui ont vécu au Moyen-Orient un peu partout et qui viennent nous exposer véritablement leur expérience sur comment manager des équipes interculturelles. Voilà. Et Marie-Laure, on est entre nous ici, là, on peut un peu tous dire, quand vous avez lancé ce projet, quelle était l'idée un peu folle que vous aviez à l'esprit? Au moins des idées folles, j'en ai à peu près 40 à la minute, donc j'en ai beaucoup. J'en avais une, c'est juste pour la petite histoire, c'est que je voulais, j'ai d'ailleurs pas abandonné l'idée, remplir le stade Vélodrome avec quelque chose qui soit autour de Marseille au pluriel, on le fera peut-être. Avec le DESU, il y a une idée qui est née et qui me semble que j'aimerais beaucoup réaliser. C'est que je pense que les premières personnes qui sont au contact de la population et sur lesquelles il faudrait arriver à prendre du recul, c'est la police municipale. Et j'aimerais beaucoup qu'on arrive à Marseille, comme un exemple absolument extraordinaire, à faire former tous les cadres de la police municipale au DESU, d'Aix-Marseille Université, pour leur donner des clés d'une approche différente. Et je suis convaincue qu'avec une approche différente, il y aurait une énorme partie des conflits qui seraient dégonflés, en fait, et qui permettraient d'avoir une approche plus humaine. Marie-Laure Guidi, ça y est, on y est. Notre dernière question rituelle dans la gueule de l'emploi. Donc, vous êtes la fondatrice de Yoda Consulting. Vous avez donc énormément de titres différents. Marie-Laure Guidi, quel est votre mantra, cette bonne pratique que l'intégralité des personnes qui ont déjà travaillé à vos côtés ont déjà entendu au moins une fois?
Alors j'en ai deux, donc comme je suis bavarde, je vais en donner deux quand même malgré le temps. La première, évidemment, ça vous surprendra pas, c'est droit au but. Ça c'est pour plein de bonnes raisons. On comprend. Donc ça ne demande pas d'explication supplémentaire. Enfin, c'est vraiment ma nature d'aller dire. Alors des fois, je laisse un peu malheureusement, je m'en rends pas compte parce que j'avance vraiment très vite et j'ai vraiment la volonté d'impacter. Donc voilà, je m'excuse à ceux qui pourraient m'écouter, qui auraient été victimes de ça, mais voilà, j'ai l'impression de pas avoir le temps. Et la deuxième, et c'est quand même celle-là aussi qui va dans ce sens-là, qui est vraiment mon vrai mantra, c'est mon papa qui me dit toujours, depuis que je suis née, je vais le dire, c'est ça, je pense qu'on a déformé cette phrase et ça doit vouloir certainement rien dire. En grec, me dit-il, il y a une phrase qui dit taï fémine, taouk et fémine, pardon aux hellénistes qui nous écoutent, je pense que ça doit pas être ça, mais qui dit, dans la vie, il y a des choses sur lesquelles tu peux agir et des choses sur lesquelles tu ne peux pas agir. Laisse tomber celles sur lesquelles tu ne peux pas agir, ne perds pas ton énergie à ça et mets toute ton énergie à changer celles que tu peux changer. Et je crois que c'est celui-là, en fait, véritablement mon mantra. Marie-Laure Guidy, un immense merci pour votre temps, pour cette générosité dans le partage et pour tout ce que vous faites pour notre territoire. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiojm.fr dans la rubrique La gueule de l'emploi.